Ne m'en lasse pas. Amis de la Résistance, bonsoir. Bonsoir, cher Serge. Belle musique, hein. Alors ce soir, programme diversifié, intéressant. Enfin, intéressant, j'en sais rien, on verra bien. Diversifié, en tout cas. Ne vous vantez pas, cher ami. C'est pas moi qui suis intéressant, c'est mes invités. Votre choix. Alors, rituellement, on va donner la parole à Chabanis pendant 5 minutes pour nous expliquer comment ça s'est passé vendredi, puisque c'est vendredi qu'ont été déposés. Comment ça s'est passé? Voilà, qu'ont été déposées les requêtes. Ensuite, nous recevrons Nebia Bellage, qui n'a pas écrit de livre, qui fait pas de film, qui fait pas de disque, qui fait rien de tout ça. Simplement, elle a une hépatite C. Ce qui est... Bon, c'est moyennement rigolo. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va nous expliquer comment se comporte l'administration, l'État, quand il s'agit de tenir les promesses dont on nous rebat les oreilles sur tous les médias en permanence. Hépatite C qui est transfusionnelle, comme on dit. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle a acquise à la faveur, si j'ose dire, d'une transfusion sanguine. Nous recevrons Monsieur Sonnet, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Mea culpa. Donc on aura comme ça notre petit quart d'heure de repentance. Et puis Bernard Jacquelin, qui enfin va pouvoir nous parler de cette vie quotidienne des Gaulois. Et qui sont dans la peine, en l'occurrence. Les Gaulois sont dans la peine. Et puis le docteur Dor, qui viendra nous parler de son sujet favori, qui est... Ah, je vous laisse deviner, vous verrez. Voilà, vous savez que dans une semaine, c'est Halloween. Oh, vous savez ce que c'est Halloween? J'ai horreur de ça. Ouais, alors, je voudrais Je publie dans le prochain numéro du Libre Journal un petit papier qui raconte comment la marque de bar chocolaté hyperalimentaire, vous savez, qui transforme les enfants en baudruches surgonflés, qui s'appelle Mars. Mars? Un coup de Mars, et ça repart direction les clubs d'amaigrissement. Gymnasium. Alors cette marque commercialise différents produits et elle vient de lancer une campagne à l'occasion d'Halloween. Halloween, c'est une fête satanique, tout simplement, qui a été imposée en France par des gens dont je ne dirai pas le nom parce que j'ai pas envie d'avoir encore des incidents techniques. Donc c'est une marque qui a été imposée par ces gens-là pour tout simplement pourrir la vie des catholiques dans ce pays. Donc si vous voulez savoir d'où ça vient, c'est quand même pas très très compliqué. C'est les loges maçonniques probablement. Non, il faut pas le dire. Pas parler des loges maçonniques, même ça on n'a pas le droit de le dire. Bon, alors on peut plus. Donc je ne dis plus rien. Alors en tout cas cette marque, cette fête vous permet de voir maintenant partout, mais absolument partout, y compris dans le bureau de poste du 10e arrondissement. Je sais pas si c'est encore là cette année, mais l'autre jour, l'année dernière, ils avaient installé une guérite. C'est bien d'ailleurs, c'est une bonne idée dans le 10e arrondissement, qui est un des grands quartiers juifs de Paris. Ils avaient installé une guérite avec à l'intérieur un squelette et sur la guérite, il y avait marqué « Ici commencent les portes de la mort ». Ici commence la maison de la mort, poussez la porte de l'enfer. Alors, tous les vieux juifs qui venaient pour faire leur papier à la poste, allaient voir la postière en disant « Dites donc, vous croyez pas que c'est un petit peu quand même exagéré ce que vous nous faites? Là, vous savez ce que ça veut dire, les portes de l'enfer et la maison des morts et tout. » Alors, ils ont fini par le retirer parce que la receveuse des postes en avait marre de se faire épingler. Mais bon... ça recommence tous les ans, bien sûr. Alors là, donc, Mars, ils ont lancé une opération à destination des enfants. Alors, voilà le document qu'on trouve sur les emballages. Au verso, collectionne les 6 cartes de démons officiels que tu trouveras dans tes sachets de confiserie chocolatée préférés. 6 bonnes raisons pour dévoiler ton côté démon. Le savais-tu? À la fête d'Halloween, tous les monstres et les lutins réclament des confiseries à leurs voisins. Si ces derniers refusent, ils leur jettent de mauvais sorts. À ton tour, confectionne, c'est destiné à des gosses de 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans. Quoi. À ton tour, confectionne un déguisement effrayant, colle ta photo dans le cadre, inscris tes noms, alors écoutez bien ça, inscris tes noms, prénoms, surnom démoniaque, applique ta signature d'enfer, te voilà démon officiel 2000, prêt pour ta collecte de confisailles. Alors en recto on lit carte de démon officiel 2000, je fais partie des démons de la fête d'Halloween et je m'engage à faire et à dire plein de choses monstrueuses.
nom, prénom, surnom démoniaque, signature d'enfer, lu et approuvé par le maître des démons, Lucifer. Voilà. Parle le langage des horreurs pour réussir ta collection de confisailles. Nous voilà maintenant le 31 octobre, au jour de la fête d'Halloween. C'est le moment de partir à la collecte de confisailles. Maintenant que tu es démon officiel, c'est facile. Apprends le langage des horreurs et dévoile ton côté démon. Suivent 4 formules incantatoires en vieux français. Voilà. Alors il y a nos excellents amis de l'UNEC qui se sont intéressés à cette affaire, et puis nos autres excellents amis du chœur Montjoie, et il y a un des chanteurs du chœur Montjoie qui a écrit à Monsieur Barbier, directeur général de la... Vous pouvez noter l'adresse si vous voulez envoyer de vos nouvelles à ce Monsieur Barbier, directeur général de la société Mars Alimentaire, 3 chemin de la Sandlach, SANDLAC, H, 67 500 Haguenau, HAGUENAU. Alors, il lui a envoyé une lettre en disant, écoutez, je trouve quand même que vous poussez un petit peu mes mères dans les orties. Alors, le monsieur Barbier lui a répondu, ou non, c'est Yvette Schmidt, directrice des relations extérieures, qui a répondu, Monsieur, nous vous remercions d'avoir bien voulu nous faire part de vos réactions à l'égard de la campagne Halloween qui vient de voir le jour. Nous sommes profondément désolés de vous avoir choqué. Tu parles, ils en ont strictement rien à foutre. Car nous n'avions d'autre intention que celle de participer à une fête de plus en plus populaire en Europe comme aux États-Unis. Alors ça, entre parenthèses, c'est un mensonge, parce que aux États-Unis, Halloween est en train de se casser la figure. Pourquoi ? C'est en train de disparaître parce que vous savez que ça consiste pour les enfants américains, dans les villes américaines, où les habitudes sont évidemment très très différentes de ce qu'elles sont en France, à se mettre des déguisements et à se balader en petits groupes de maison en maison en disant trick or trick, c'est-à-dire tu me donnes des bonbons ou je te fais une farce, aux gens quand ils ouvrent. Alors si on leur donne des bonbons, ils chantent une petite chanson et ils s'en vont, et si on leur donne pas de bonbons, ils jettent, enfin ils font une simagrée quelconque. Oui. Et ça allait très bien jusqu'à il y a quelques années. Et puis il y a quelques années, comme le monde est devenu fou, pas seulement en France, mais aussi aux États-Unis, il a commencé à avoir des agressions, des enlèvements d'enfants, des viols, des assassinats et tout. Alors les parents sont de moins en moins enchantés de voir leurs gosses aller se balader la nuit d'Halloween pour faire des tricks and tricks dans les rues. Donc cette dame qui n'est pas au courant dit Halloween que c'est une fête de plus en plus populaire en Europe comme aux États-Unis. C'est pas parler français, madame, ça. Enfin bref. Donc Halloween, ajoute-t-elle, est avant tout une occasion de s'amuser et de tourner en dérision diables, sorcières, fantômes et vampires. C'est cet événement très ponctuel que nous avons souhaité partager avec ceux qui choisissent nos produits, sans intention aucune d'encourager des comportements que, tout comme vous, nous réprouvons. Notre entreprise s'est toujours montrée extrêmement attentive au monde de l'enfance, et forcément, ces marchands de bonbons, ils sont bien obligés, et vos remarques ne feront que renforcer notre engagement à cet égard. Nous restons patin couffin, etc. Alors, Mars, c'est un gigantesque consortium de candies, de confiseries américains, qui est dirigé par monsieur, j'ai oublié son prénom d'ailleurs, mais qui s'appelle monsieur Mars. Et toute une famille, d'ailleurs, toute la famille Mars dirige la boîte, qui est installée dans une seule petite ville aux États-Unis, qui travaille à peu près exclusivement pour la marque en question. Et ils produisent 100 milliards de confiseries par an. 100 milliards par an. C'est phénoménal par an. Non, d'objets de confiserie. Donc, alors en argent, ça représente probablement plus. Et la fortune de la famille Mars est de 20 milliards de dollars. Ils peuvent voir venir. Oui. Hein, ça va. Ils peuvent s'acheter des bonbons aussi. Donc, si vous voulez contribuer à enrichir Monsieur Mars et à faire de vos enfants des serviteurs de Lucifer, des joyeux petits démons, eh bien, vous leur achetez des barres chocolatées Mars, comme ça, on aura des gros petits démons obèses. Hein? Mars, il y a d'autres marques, enfin, qui oui, il n'y a pas que Mars. Non, mais je veux dire... Il y a M&M, il y a Twix, il y a également Bounty. Enfin, il y a la liste. Enfin, oui, il y a tout. Mais je ne veux pas leur faire de publicité. C'est pas la peine. Voilà. Je signale d'ailleurs que le comité protestant évangélique pour la dignité humaine s'est associé à cette protestation et invite à mobiliser les chrétiens dans la prière d'une part, et puis peut-être aussi dans l'écriture à monsieur Barbier, directeur général de Mars France. Voilà. Eh bien, je ne sais pas si monsieur Chavagny est là.
Est-ce que Monsieur Chabannis est là? M'entendez-vous? M'entendez-vous? Oui, j'entendais les Martiens. C'est Mireille Mirosca. Les histoires de Martiens. Bonjour Alexandre. Ne tournez pas en dérision mes propos. Non, Alors comment ça s'est passé vendredi dernier quand vous êtes allé avec une foule immense déposer la requête en annulation du référendum au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel? Une petite aparté d'abord. Je voudrais demander à notre ami gaulois si la franc-maçonnerie et l'islam, les Gaulois avaient besoin de la franc-maçonnerie et de l'islam pour vivre. Notre ami gaulois n'est pas encore dans le studio, donc il ne peut pas répondre. Vous lui poserez la question. Je lui demanderai. Et puis je voudrais quand même faire un petit retour en arrière sur une émission qui a parlé beaucoup de M. Chevènement. Parce que quand même c'est lié aux États généraux et c'est lié à la souveraineté. Vous savez que je fais partie du comité national souverainiste. Et je tiens à préciser quand même en ce qui concerne M. Chevènement que cet individu n'a rien à voir, absolument rien à voir avec ce que nous appelons le droit national, la nation. Et c'est un homme de l'international socialiste. C'est un homme qui a socialisé l'économie française en 1978 et donc qui a participé au programme commun qui a socialisé l'économie française. C'est un type qui est partisan avec le programme commun de 1978, depuis 1968 et avant, de l'immigration économique décidée par l'international socialiste sur notre sort. Donc il a accompagné toutes les étapes et décidé de toutes les étapes qui mettent en cause à l'heure actuelle le peuple français dans ses origines. C'est l'homme qui est le premier à susciter le droit de vote des étrangers, et qui l'a fait voter avec l'exécutif socialiste. C'est l'homme qui aussi a voté, et on en parlera avec M. Dor, l'avortement ou la pilule sans lendemain, puisqu'il faut bien dire la pilule sans lendemain. Il a toujours voté ses lois de mort pour compenser ce droit à la mort. Et ce qui est étonnant dans ces votes sur la pilule sans lendemain ou sur l'avortement, c'est qu'il fait partie des gens qui compensent ce manque d'hommes et de petits Français par l'introduction d'une politique immigrationniste, économique, qui détruit petit à petit la France. Donc si j'ai bien compris, je ne crois pas m'avancer beaucoup en disant que vous n'aimez pas Chevènement. Et c'est pas une question d'amour. On peut estimer M. Chevènement en tant qu'homme, on ne peut pas l'estimer en tant qu'homme politique, et surtout on ne peut pas cautionner les agissements de M. Chevènement, qui est là. Et je voudrais maintenant finir là-dessus. Non, mais moi, j'ai jamais cautionné M. Chevènement. Non, mais je sais pas, j'ai entendu, j'ai lu dans le Figaro des choses, et moi je m'étonne. On apprendra à lire le Figaro. Alors. Oui, mais il faut quand même lire un peu, sinon on devient fou. Pas le Figaro, il y a qu'à lire le livre-journal, c'est beaucoup plus intéressant que le Figaro. Oui, mais vous comprenez, je le lis aussi, mais il faut pas que les Dupont, la joie, l'ivresse, nous fassent croire que M. Chevènement est un type, qui est un type honnête. Et je ne dirais simplement... Moralement. Oui, non mais attendez, il est beaucoup plus dangereux, M. Chevènement, que Ralphron ou toute autre officine. Pourquoi? Parce que M. Chevènement est chargé de neutraliser le peuple français. C'est un homme qui est partant et participant et exécutant de la neutralisation du peuple français. Il fixe des Français, il fixe une grande partie de l'opposition nationale sur des fausses idées de la nation. Donc je pense qu'il faut arrêter. Entre nous, il y a des imbéciles qui peuvent être dupes de Chevènement, quoi. Il y en a quand même qui continuent à cautionner. Derrière, c'est ce que j'ai lu dans le Figaro et que j'ai entendu. Qui continue à cautionner comment on appelle ça, ces comités de soutien sous la présidence de Madame Gaston Charleroux. Donc je suis un peu étonné. Gaston, elle s'appelle, c'est un curieux prénom pour une dame, ça. Gaston Charleroux. Edmond, voilà. Edmond, épouse veuve de fer. Voilà. Bon. C'est une bonne recommandation quand même, ça. Ça, c'est une vraie socialiste. Ah oui, vous pouvez rentrer dans ce comité de soutien, il est très ouvert. Pas de problème. Voilà. Je sens, si ça peut faciliter mes affaires, je vais y entrer. Voilà, non mais il faut faire cette mise au point parce qu'il ne faut pas abuser les auditeurs de Radio Courtoisie, je pense. Mais moi, j'ai jamais abusé personne. Moi, j'ai jamais appelé à adhérer vous êtes au comité de soutien de M. Chevènement, mais vous ne voulez pas le dire. Je suis masqué, je porte un faux nom. Bon, alors Alexandre Chabannis, ça passe. Alors ça s'est très bien passé. D'abord, c'était pas une manif, c'était un dépôt de requête. Nous en avons déposé 82 au Conseil constitutionnel, où nous avons eu un superbe débat avec des membres du Conseil constitutionnel, et où nous avons imposé, sans livre ni petit bout de papier, nous avons imposé en 15 minutes
un accord du personnel sur notre thèse qu'en effet, jamais dans l'histoire de France, on avait vu la Constitution modifiée par 10% des votants. Ceci s'est fait dans une ambiance bon enfant. Au Conseil d'État, nous avons déposé 74 requêtes timbrées, et je dois dire que c'était la première fois qu'au Conseil d'État, il y avait un tel nombre de requêtes avec un tel nombre de gens présents. Parce qu'il est évident qu'on peut faire des requêtes à l'identique, une personne, et puis il y en a 100 qui signent derrière. Mais là, les gens étaient présents, et il est évident que pour une première, eh bien quand même c'est une réussite. On attendait ceux qui attendaient une manifestation, c'était pas une manifestation, c'était un acte beaucoup plus sérieux qu'une manifestation, puisque nous avions demandé aux gens de s'engager nominativement, précisément, et en collant un petit timbre à 100 francs. Et c'est comme ça que nous allons reprendre le pouvoir. Nous n'allons pas reprendre le pouvoir avec des grands forums et des grands exposés sur la mélancolie ou la désespérance française. Nous allons reprendre le pouvoir parce que ce peuple doit se remettre en mouvement. Voilà. Il faut avouer que le concept de révolution par le timbre fiscal est assez original. C'est terrible. Pour une fois qu'on accepte une imposition directe en la contrôlant. Bien, alors maintenant les états généraux, parce qu'on en parle, mais on y va, mais ça fait partie. C'est comme l'Arlésienne, on les voit pas venir. Non, mais écoutez, oui, mais ça, on fait la chanson aussi, on pourrait dire beaucoup de choses. Je pourrais vous chanter pas mal de choses. Moi, je pense que nous relançons la campagne des états généraux, et nous la relançons avec un thème qui s'appelle s'unir ou disparaître. Et je le dis bien, où les Français s'unissent, c'est ce que je dis dans la modification des documents que nous avons fait. Français, unissez-vous, disparaissez. Et je leur dis, c'est un langage direct. Je leur dis, où vous continuez à croire que les élections, quelles qu'elles soient, vont changer maintenant ce qui est prévu pour vous, et vous vous trompez parce que vous ne modifierez pas. Si on ne s'unit pas sur un thème commun, vous ne modifierez pas par des élections. Dans l'état actuel des donnes, vous ne modifierez pas une seule fois, les donnes qui sont pensées pour vous. Donc, moi je dis aux gens, l'action donc se poursuit, nous avons modifié les documents, il faudra un peu plus de temps au niveau de la sensibilisation, et donc nous avons repensé les premières et deuxièmes pages de nos documents, et nous disons ceci, il faut que les militants de tous les partis politiques doivent obliger leurs chefs et leur demander de participer à ces états généraux. C'est ce que nous ferons, nous, personnellement, par une lettre personnalisée, que nous enverrons à 36 000 maires de France, et que nous enverrons à tous les chefs de partis politiques, dans lequel nous leur dirons, les états généraux font partie de votre histoire, ils ont modifié votre histoire en 1789, 2000 ans après, il faut qu'ils vous modifient une nouvelle fois votre histoire, parce que l'immigration économique pensée par l'international socialiste est en train de modifier, de détruire même l'existence de votre peuple. Donc les chefs et les sous-chefs doivent se dire une bonne fois pour toutes qu'il faut s'unir sur cette idée, et je demande aux militants de tous les partis, de tous bords, faites en sorte, des associations, faites en sorte que vos leaders s'unissent autour de cette idée et montent au créneau. Et s'ils ne le veulent pas, eh bien venez avec nous. Troisième point, donc tous les documents sont modifiés en ce qui concerne les dates. Bon, et ce qui n'est pas très très important, puisqu'on nous fait une nouvelle phase de sensibilisation. Donc donc un prochain envoi va partir sur tous les maires de France, et nous préparons une action sur un média pour en effet, bien entendu, il n'y avait pas les médias étaient convoqués à la petite partie que nous avons fait au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel. Aucun n'est venu, ce qui est logique d'ailleurs. Tous les médias, bien entendu, on peut dire tous les médias, sans exception. Et ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, nous avons une désinformation totale, ce que j'appelle la désinformation active et passive, et totale sur notre action. Et dans le nouveau document que nous présentons, nous disons ceci, nous disons en première page de ce document que nous avons vu pendant la campagne du référendum énormément de sondages, et aucun sondage n'a parlé des référendums que voudraient les Français, parce que nous disons aujourd'hui, et nous le répétons depuis maintenant 10 ans, nous avons cette idée de référendum, 80% des Français veulent ce référendum. Alors les chefs de parti, les chefs de mouvement doivent emmener non pas leur pourcentage de votants au combat, mais doivent emmener l'ensemble du peuple français
sur cette idée. Et c'est là-dessus que maintenant nous allons porter notre action et nous allons commencer une nouvelle sensibilisation qui va nous emmener aux États généraux. Voilà. Merci. Alors, Alexandre, l'adresse, voilà. Alors, nous sommes au 34 Grande Rue, pour l'instant. Grande Rue, Bessancourt, 95 550. 34 Grande Rue, Bessancourt, 95 550. Téléphone fax, 01 30 40 03 71. C'est qu'en s'unissant sur ce thème que nous gagnerons ce combat où ça sera fini, je pense. Français, unissez-vous ou disparaissez. Voilà le thème de notre prochaine campagne. Merci. Vous êtes applaudi dans le studio, c'est déjà quelque chose. Oui. Silencieusement, mais sincèrement. Et quand le Gaulois arrive, posez-lui ma question. D'accord. Allez, à bientôt, Alexandre. Voilà, des questions, parce que ça arrive par paquet de 12, les messages. Alors, on se fait déjà enguirlander parce qu'on n'a pas posé de questions. L'histoire de Mars que vous racontez, je vous jette un sort, est très éducative. Étonnez-vous de voir des jeunes, après, dire « Tu me donnes une cigarette, sinon je te donne un coup de couteau. » Oui, c'est un peu ça, c'est le processus. Oui. Je sais s'ils ont appris ça à l'école, c'est bien. Ouais. Que pensez-vous de la décision de Tony Blair d'interdire de faire la Manche de l'autre côté de la Manche? Alors, écoutez, je vais vous faire un aveu. Je me fous radicalement de ce que peut décider M. Blair pour l'Angleterre. Moi, ma préoccupation essentielle, c'est quand même la France. Et je trouve, cela dit, je trouve ça totalement idiot entre nous. Parce que donner aux gens un sandwich pour pas qu'ils se saoulent, si ce brave type il a envie de se saouler, il fait ce qu'il veut de l'argent qu'on lui donne. On n'a pas à contrôler l'usage de l'argent qu'on distribue. On peut pas contrôler l'usage qui est fait de nos impôts. On va pas se mettre à contrôler l'usage qui est fait de nos aumônes. À propos de Halloween. Sinon, je vais offrir un gros paquet de sandwich à Fabius à la prochaine ponction fiscale. C'est une idée, ça aussi. Il serait content, peut-être. Bien choisir. À propos de Halloween, dans la revue des Deux Mondes du 15 septembre, numéro 18, on parle de l'origine de cette fête. Dans la région de Toulouse, on l'appelait la girette. À propos de Haguenau, il existe dans la région Alsace-Moselle une fête avec collecte de confiserie, le vendredi saint, où les enfants passent avec des crécelles. Même à Bouzonville, par bulle du pape, ce jour est un jour gras. C'est sûrement pas le vendredi saint, ça. Je veux dire que mais autrefois, on faisait. Enfin, moi, dans les campagnes. Avant l'invention de Saône-et-Loire. Avant l'électricité. Ça se faisait. C'était pas la girette, mais c'était pour le jour de l'an. Ils passaient pour souhaiter la bonne année, et puis si vous me donnez rien, mais moi, c'est toute l'année que mes enfants me réclamaient des bonbons. Oui, non, mais on faisait la tournée. Ils faisaient la tournée des Grands-Ducs, là. D'autres questions, d'autres messages? Avant, on profanait des églises, on attaquait les petits commerçants, on n'arrêtait jamais les coupables. Maintenant, on attaque une synagogue ou une boucherie cachère, on arrête les coupables de suite. Monsieur de Beketch pourrait-il nous expliquer ce miracle? Si je pouvais vous expliquer, je serais ministre de l'Intérieur, je sais pas. Je sais en tout cas que c'est vrai que la boucherie cachère de Toulon qui a été brûlée, le gars il a été arrêté. À Toulon, je connais un peu Toulon. J'y suis resté 4 mois, c'était pas longtemps, encore que j'ai trouvé que c'était vraiment très long. Mais j'ai jamais vu arrêter un seul incendiaire de voiture, ni de pizzeria. Toulon, c'est une ville où on incendie volontiers les pizzerias. Ça, c'est la mafia qui raquette tout simplement. Alors quand le type paye pas, on lui fout le feu à sa boutique. Jamais personne n'a été arrêté. Et là, une boucherie cachère, ils arrêtent. Donc, je vous donne un conseil, si vous voulez absolument foutre le feu à quelque chose, enflammez pas des boucheries cachères. Allez plutôt vers les pizzerias, vous êtes moins sûr de vous faire piquer. La boucherie cachère, ça pardonne pas. Et le gars qui a... c'est fabuleux l'histoire c'est un Marocain qui a été condamné. Il a pris 18 mois de prison dans 7 fermes. Parce qu'il a jeté un cocktail Molotov dans une boucherie. Ce qui est mal, ce qui est vraiment très très mal. Mais si on commence à punir comme ça, alors là, c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème de la surpopulation carcérale. Et alors, l'avocat de la LICRA lui a dit à la fin, il lui a dit... Voilà, vous allez pas être puni, mais j'espère que vous allez mettre à profit cette punition exemplaire pour devenir un bon soldat de la paix et un militant des relations amicales entre les Arabes et les Juifs. Alors, moi, j'ai pas d'avis à donner sur cette question, mais Maître Lévy, je crois que si c'est comme ça que vous espérez arranger les relations, en foutant 7 mois en prison un type,
c'est peut-être pas la bonne solution. Je suis pas absolument certain qu'il va sortir brûlant de sympathie pour la partie adverse. C'est pas sûr. Il sortira au mois de mai. Hein. D'ici là, il va avoir le temps quand même de méditer sur les impératifs de la fraternité humaine. Il y a environ 19-20 ans aux USA, on ne laissait plus aller les enfants à Halloween, car des gens avaient donné des bonbons empoisonnés. Oh, les vilains! Qu'est-ce que c'est mal! Des bonbons au poivre, ça aurait été plus drôle. Notre ami Guy Le Hideux nous signale qu'en novembre, 2 exemples de bandes dessinées qui vont sortir, Gloire à Satan et le manuscrit de Judas. Ce sont ces titres qui vont sortir donc en novembre. C'est édifiant. Et pouvez-vous nous dire ce que vous pensez du procès de Virenque ? Oh, je pense qu'avec le cyclisme, le dopage dans le cyclisme, il commence à nous pomper l'air joyeusement parce que tous les sportifs de haut niveau sont camés, sont dopés à peu près. Enfin, on le sait de façon absolument certaine. On sait que dans le football, c'est la même chose, mais surtout dans le football, on n'ira pas mettre les pieds parce que le football, c'est le sport par excellence de la fraternité humaine. Tandis que le cyclisme, si vous regardez bien les champions cyclistes, quand même, c'est assez monocolore. Hein, il y a que les maillots qui sont multicolores. Et donc là, on peut y aller carrément. Hein, on peut dire c'est des camés, c'est des bêtes, c'est des seringues ambulantes. Mais le football, il vaut mieux éviter. Voilà, c'est ce que je crois. Il n'y a pas que Mars qui fait des bêtises pour Halloween. Dans Télépoche, il y a des conseils pour faire des glaçons avec des araignées. Berk, 8 pages. J'arrête de l'acheter. Elle a bien raison. Alors... Mais vous aviez commencé, monsieur ? Pardon ? Il avait commencé à l'acheter, donc. Faut croire, oui. Bah oui, puisqu'il dit qu'il arrête. Il arrête. Donc, oui. L'erreur, c'est pas d'arrêter, c'est d'avoir commencé. Faut bien un programme pour la télé. Non, c'est pas utile. Mais si. Alors, si, il faut un programme. Rock. Voilà. Il faut s'abonner à Rock. Pas Rock and Roll. Rock, Hurricane, Franck. Hurricane. Rock de Pierre d'Entrée. Je sais bien que vous savez. Rock de Pierre d'Entrée, qui est une revue magnifique, qui donne tous les programmes de télévision avec des commentaires intelligents, qui fait des critiques de cinéma, de théâtre, même de livres et de vidéos et tout. C'est très 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 bien fait. C'est catholique et c'est bien. Bon, si on peut me communiquer l'adresse, je la donnerai pour que cette parole ne soit pas proférée en vain. D'autres messages ? Comment se fait-il que M. Chavanis ne soit convié seulement à s'exprimer dans votre libre journal ? Parce que moi, je l'invite, mais je suis pas responsable des autres émissions. Voilà, c'est ça. Quoi d'autre ? Bravo pour Chavanis. Tiens. Que pensez-vous de la présence sur la liste du comité de soutien à Chevènement du général Gallois et de Jean Dutour à Lombon ? Non, n'importe quoi. C'est une farce. Enfin, je ne sais pas, je lis un sens. Ah bah oui. Vous m'avez interdit de lire avant, je découvre, voilà. Alors je lis en même temps. Non, c'est une farce, c'est pas sérieux. On nous intoxique à propos de la vache folle. Alors là, c'est un raccourci saisissant. À propos de la vache folle et du dopage des cyclistes, ce dont on se moque. Et enfin, de journal télé, on nous parle des événements au Proche-Orient pour vite revenir au sport. Quelle manipulation mentale. C'est vraiment, effectivement, c'est une curieuse manipulation mentale. C'est tout, mon petit. Pouvez-vous m'aider ? Pouvez-vous donner Il peut le dire. Les détails sur le nouveau protocole d'accord passé entre Chevènement et Bouteflika ? Pas du tout. Alors là, j'ai pas la moindre... Notamment pour la Méditerranée concernant la marine. Pas la moindre idée de ce dont il s'agit. Si quelqu'un est au courant, je ferai volontiers état de ces informations. Bien, alors passons maintenant à notre première invitée qui est littéralement terrorisée, elle est pétrifiée d'angoisse. C'est Nebia Bellage, bonsoir. Bonsoir. Alors, je résume votre triste aventure, mais enfin vous la prenez avec courage, avec détermination, et j'ai trouvé ça tout à fait méritoire. Je ne vais pas employer le mot héroïque, mais ça ressemble quand même un peu à ça. Donc vous avez, à la suite d'une transfusion, vous avez contracté une hépatite C. Une hépatite B et C. Mais la B a disparu et c'est l'hépatite C qui est restée. Une hépatite chronique C. Et donc vous avez été alors officiellement reconnu par... Officiellement, parce que il se trouve qu'en France, on n'a pas accès à nos dossiers. Il faut que ce soit un médecin ou un avocat. Alors déjà ça c'est la première chose intéressante, c'est que on passe, moi j'ai entendu dire mais des milliers de fois que tout citoyen a accès aux documents qu'il concerne. Non, ce n'est pas vrai.
il faut que ce soit un médecin, soit un avocat qui demande l'accès à votre dossier. Et dans mon cas, à moi, je n'ai pas les moyens d'avoir un avocat, puisque j'ai une allocation de survie. Donc, quand j'ai atterri à l'hôpital, je dis à Villejuif, là où je suis suivie, j'ai donné la date de l'opération, le jour où j'étais transfusée. J'ai reçu 3 poches, et je remercie le Seigneur que je n'ai pas contracté le HIV. C'était en 84, et je n'ai eu que l'hépatite B et C. La B, je l'ai plus, mais j'ai la C et qui me fatigue maintenant. Ouais. Parce que le virus C, quand c'est chronique, les 10 premières années, il ne fait absolument rien. C'est après. Et moi, j'ai commencé à sentir les dégâts de l'hépatite C, parce qu'au départ, les médecins ne voulaient pas faire une liaison. J'ai fait une maladie de base d'eau, une algoneurodystrophie, puis c'est la polyarthrose. Depuis une année, c'est une pluritendinite. Tous les tendons sont inflammés. Les neurones musculaires sont atteints, c'est-à-dire il y a des moments où je me réveille, je voudrais marcher, je n'arrive pas, il y a un muscle qui ne répond plus, il y a un membre qui ne répond plus, je traîne, j'ai des béquilles, je ne peux plus les utiliser. On vient de me retirer la thyroïde totalement, et je dois vivre avec un médicament. Et maintenant, il y a une périarthrite qui s'est installée aux hanches. Alors, je vous dis, pas l'arthrose, la douleur de l'arthrose n'est rien devant la douleur que je sens. Et je ne peux pas prendre des médicaments de paracétamol à cause de mon foie, parce que j'ai une stéatose hépatique, en plus de l'hépatite qui est en activité dans le sérum. Et je dois faire une biopsie pour la 3e fois, et je vais commencer mon traitement en début d'année. Alors ça, c'est le résultat, on l'a dit, de la transfusion. Une transfusion que vous aviez reçue en quelle année ? En 84. 84, donc c'est en plein pendant la période des transfusions contaminées. Voilà. Donc vous faites partie des victimes du sang contaminé. Victimes, je trouve que ce n'est pas normal en France, le pays de droits de l'homme, que les coupables, je dis bien coupables, parce que quand on est responsable, on est chef du gouvernement, et là je vise Monsieur Fabius, que le gouvernement de la gauche crée un tribunal spécial pour étudier le dossier, le procès. Et en fait, c'était pour le blanchir. Je pose une question à Monsieur Jospin. S'il ne s'appelait pas Monsieur Fabius, et s'il n'était pas de la gauche, est-ce qu'il se comportera de la même façon ? Alors, ça c'est une question que vous posez, on va attendre la réponse de Jospin, je serais bien surpris de l'avoir. J'assume, parce qu'on peut me coller n'importe étiquette. Oui. S'il ne s'appelait pas Fabius, et s'il n'était pas socialiste, est-ce qu'on aura un tribunal spécial ? Et je pense que le pays de droits de l'homme, la loi est au-dessus de tout. Mais alors, après ça, on nous a également raconté que, ça y est, maintenant, toutes les dispositions étaient prises pour que les contaminés transfusionnels soient pris en charge totalement. Ce n'est pas vrai. Bon, alors, racontez-nous ce qui vous est arrivé. Ce n'est pas vrai. Je me bats au niveau de la Cotorep, parce que les médecins souhaitent que je sois en invalidité, puisque je n'arrive plus à travailler. Surtout, j'ai oublié de vous signaler... Donc la Cotorep, c'est un organisme. Je souffre aussi d'une asthénie intense. Et tout à l'heure, vous m'avez dit, vous prenez la chose... Vous savez, si c'était pas je suis une convertie. Si c'était pas ma foi en Jésus, mon Jésus, pour moi, c'est mon Prozac. C'est lui. Oui, vous allez rigoler. Non, c'est une jolie formule. C'est mon Prozac. C'est lui qui m'a... Ma batterie, chaque jour, elle est à plat à cause de cette maladie. Et c'est lui qui me ralimente, si vous voulez. Ouais. Hein? Eh ben, je me suis battue au niveau de la Cotorep. Voilà, 4 ans. Donc la Cotorep, c'est un organisme qui prend en charge puisque je suis venue en France il y a 12 ans. En invalidité. Oui, en 12 ans. Et à partir de 94, j'ai commencé, si vous voulez, à sentir. Je ne pouvais plus travailler. Quel employeur va avoir quelqu'un? Parce que l'asthénie, vous savez... On dort normalement, le matin on se réveille, on ne peut pas bouger du lit. Ouais. Je mets 3 heures pour me décoller du lit. Ouais. Je ne peux pas, je suis fatiguée, je ne peux pas ouvrir un robinet. Mes muscles ne répondent plus.
hein, eh ben, grâce à mon acharnement, et ça je répète la phrase qui m'a été dite par une responsable à la Cotorep, j'ai réussi à avoir un taux en dessous de 79%. Et là, j'attire l'attention des citoyens que la Cotorep fait tout pour ne pas reconnaître à 80% le taux d'invalidité aux victimes de transfusion. Pourquoi ? Parce qu'à partir du 80%, on peut prétendre un dédommagement. Donc, il ne faut pas alourdir le cas du dossier et de Fabius, si vous voulez, une responsabilité de la gauche. J'ai fait un recours. Donc là, on m'a dit, vous avez épuisé tous les recours. Et demain, je dépose un dossier dans un autre organisme qui est un organisme qui s'appelle organisme du contentieux et de l'incapacité, qui dépend de la DAS, et on va voir. Mais je suis là pour attirer l'attention, et je remercie Radio Courtoisie qui m'a donné cette possibilité de parler. J'ai essayé d'attirer l'attention de différents médias, mais jamais on a voulu m'écouter. C'est que Martine Aubry, avant de partir à Lille, elle a retiré le CMU. C'est-à-dire la couverture maladie universelle. Oui. À partir du 1er novembre, il va falloir que je cotise auprès d'une mutuelle pour payer de ma poche, pour couvrir mes frais médicaux. Alors qu'il y a des maladies qui se sont greffées suite à cette contamination. Et là, j'ai le rapport, vous pouvez le lire, le rapport de l'hépatologue. Oui, vous me l'avez montré. Voilà. Mais vous avez été, donc la CMU vous a été supprimée parce que vous avez des revenus trop importants. Trop importants. Et j'ai là le document de la sécurité sociale. Le refus, ils me disent, vous avez au-dessus de 3 500 francs, parce que notre Martine Aubry, ce qu'elle n'a pas dit au peuple, c'est qu'elle compte la location de logement. J'ai 4 986, je détaille, j'ai 3 576 francs de l'AAH. C'est-à-dire l'allocation d'adultes handicapés, et j'ai 1400 et quelques monnaies de logement. Au total, ça fait un peu moins de 5 000 francs. Oui, mais c'est 3 576 francs. J'entends bien. Oui. Donc, pour elle, j'ai un plus. C'est ça. Voilà. J'espère quand même que vous ne faites pas trop la foire, parce que avec tout cet argent-là... vous savez, aux impôts, vous savez, les impôts, ils laissent personne filer. J'inscris tout ça sur ma feuille d'impôt. Je suis considérée non imposable. Il me dit c'est 0 francs. Oui, j'ai vu ça. En plus, vous ne payez pas d'impôts. Et vous vous plaignez. Vous gagnez presque combien vous dites par mois? Mais vous savez, j'aurais souhaité presque avoir... 5 000 francs. Monsieur, vous payez pas je vais vous dire une chose. Et vous plaignez? On m'a volé ma santé. Non, mais je plaisante, bien sûr, mais... ce n'est que le début du chemin de croix, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir ce soir, parce que je trouve votre affaire, elle n'est pas unique. Vous représentez des centaines de gens qui sont comme vous. Je ne suis pas la seule, et aucune association n'a bougé. Aucun média. Les médias sont là. Ils étaient là pour faire la propagande au mois de janvier, comme quoi le gouvernement de la gauche pense aux plus démunis. Ils ont fait de la précarité leur cheval de bataille. Quand vous les voyez sur les plateaux de télévision parler, vous savez, tous ces gens-là, ils détrônent Saint-Vincent-de-Paul et les sœurs de la charité, il leur manque que la soutane, croyez-moi. Mais non, ils font de la charité, de l'argent de l'État, mais pas de leur poche. C'est ça, exactement. Et encore. Et là, le 1er mois novembre, jour où je n'aurai plus le droit d'accéder à mes soins, je vais entamer ma grève de la faim. Ça va peut-être pas vous faire beaucoup de bien, ça. Non. Bien, pensez-vous, avec mon foie, non. Ah oui, justement. Je me une très bonne idée. Non, mais je m'installerai dans un coin bien symbolique pour attirer l'attention des citoyens sur le mensonge et la langue du bois de la gauche qui nous gouverne. Voilà, donc aujourd'hui, vous pouvez vivre dans l'état d'un individu empoisonné par l'incurrence, par l'incurie et l'incompétence des gens de l'État. Et il n'y a pas d'autre mot, on vous pinaille pour quelques centaines de francs. On vous dit, ah non, vous êtes trop riche, vous comprenez, il faut payer vos médicaments. C'est
Voilà, toute l'hypocrisie de cette gauche, c'est même pas la gauche caviar, c'est la gauche gros fric, la gauche corrompue, la gauche des affaires, la gauche des pots de vin, etc. Elle est là-dedans. La gauche, attention, quand je parle de la gauche, comme disait Sacha Guitry, j'embrasse aussi la droite, hein, parce que alors vraiment, que ce soit les bandes de Chirac, les bandes de l'UDF, de leur père, c'est tout la même chose. Ces gens sont des hypocrites, voilà. Vous permettez? Vous savez, Jospin, combien il nous a augmenté l'allocation le 1er janvier 2000? L'allocation d'adultes handicapés, 1,20 franc par jour. Ah, 1,20 franc, 36 francs par mois. N'en abusez pas quand même. Alors que quand on donne un conseil, c'est à 600 000 francs. Quand on détourne l'argent et qui atterrit sur d'autres comptes dans d'autres pays. Je ne vois pas du tout à quoi vous faites allusion. Merci, Madame. Non, je peux donner des noms. Je sais bien que je suis choquée. Je pourrais donner des noms. Je voudrais attirer l'attention sur une chose qui n'a pas de rapport avec mon dossier, le thème de ma venue, mais en tant que citoyenne, je me considère en tant que citoyenne française. Le samedi dernier, j'ai lu un article sur le Parisien qui parlait de la mobilisation des habitants du 11e arrondissement, la rue je ne sais pas quoi. Ils se sont mobilisés contre l'installation des Chinois. Je veux savoir pour quelle raison SOS Racisme n'était pas là pour défendre ces Chinois, ces Asiatiques. Et je pense que la France est une terre d'asile pour tout le monde. Et ces Asiatiques travaillent, payent leurs impôts. Et je ne vois pas pourquoi... est-ce que SOS Racisme, elle défend une certaine catégorie ? Ou bien tous les étrangers? Je vous répondrai hors micro, si vous voulez. Je vous donnerai le secret de ce silence, mais pas au micro, parce que ça nous entraînerait dans un débat un petit peu trop long, peut-être. Oui. Non, mais c'est une vérité. C'est vrai qu'il y a une colonie asiatique qui est en train de s'installer dans le 11e arrondissement et que c'était pas véritablement un coin où il y avait une colonie asiatique. Alors, mais elle n'est pas assistée, cette colonie. Non, ils travaillent. Ils travaillent. Ils viennent pas ici pour détourner les lois et pour faire des enfants et le droit de sol et je ne sais pas quoi. Merci Madame Bellage, merci de votre présence. J'ai un message un cas semblable. Enfin, mon père, transfusé en 1982, est décédé le 14 octobre de l'hépatite C, laquelle n'a été décelée qu'en 97. La clinique où il avait été opéré à l'époque a bien entendu perdu son dossier. Donc, il y a dans la lettre que j'ai déposée je peux dire le journal. Oui, bien sûr. Le Figaro. Et malheureusement, elle n'a pas été éditée. Je précisais bien aux journalistes, je dis, il faut penser aux héritiers, parce que je demande au gouvernement d'ouvrir notre dossier, de nous considérer comme victimes de guerre, de nous prendre en charge sur le plan médical et de nous allouer une somme mensuelle qui nous permet un minimum de confort, comme elle pense à d'autres victimes. Et elle a pensé même récemment, l'été dernier, ils ont pensé aux héritiers. Donc, ils pensent aussi aux héritiers des victimes de transfusion. C'est à la mode maintenant de penser aux héritiers. Sauf si on appartient à une certaine catégorie de... Ah voilà, il ne faut pas être dans la mauvaise case. Voilà. Alors, il y a un auditeur qui sait tout, qui nous dit « Votre invitée est libanaise, elle a été transfusée à Beyrouth. Pour obtenir une pension, c'est là-bas qu'elle devrait s'adresser. Demandez-lui. » Alors, monsieur, vous avez tout faux. Madame Bellage est française. Je suis française, j'ai été contaminée, j'ai été transfusée en France, monsieur. Et même au moment... Je ne peux pas dire ce que j'étais, parce qu'avant, j'étais... Alors, rentrez pas dans le... Il y a des choses que vous pouvez pas dire, effectivement. Non, mais j'ai été transfusée en France. Voilà. Elle a été transfusée dans un hôpital français, elle est de nationalité française, elle est catholique, elle nous l'a dit, convertie, c'est évident, mais... Et je suis nord-africaine. Tunisienne, c'est ça? Oui, tunisienne et berbère. Voilà. Eh bien, berbère, alors vous êtes c'est normal que vous soyez catholique, puisque vous êtes une nièce... On n'est pas des Arabes, les Arabes nous ont de Saint-Augustin. Oui, voilà. Les Arabes nous ont assimilés. Alors, un auditeur dit, pourquoi ne vous adressez-vous pas aux tribunaux internationaux? Il dit au Conseil européen, je ne pense pas que ça soit le travail du Conseil européen. Le Conseil européen qui reçoit Cohen-Bendit, qui a déchiré le drapeau français en 68, je ne le reconnais pas. Alors, bienvenue au club. Merci. Merci à vous. Je ne sais pas si c'était parfait, c'était très très bien. Elle est toujours aussi angoissée. Alors, si vous voulez écrire à Madame Bellage, vous pouvez lui écrire par l'intermédiaire du Libre Journal. Ça sera très simple. Vous envoyez un mot pour Madame Bellage au Libre Journal, 4 Place France Litz, et je lui ferai suivre vos éventuelles correspondances.
Monsieur Sonnet, vous êtes un rebelle aussi? Bonjour. Ou un repentant? Bonjour. Je suis un citoyen français de base qui en a ras-le-bol, qui a avalé tellement de couleuvres depuis des années, et il faut bien le dire en réalité depuis 1981, depuis que toute la stratégie de conquête et de la mise en place de la dictature intellectuelle socialiste dans notre pays, et qui est arrivé à un point où effectivement j'avais envie de prendre la parole, et comme je sais très mal parler, j'ai préféré écrire. Alors j'ai eu une expérience, mon cas personnel n'est pas très intéressant, si vous voulez. J'ai une expérience de terrain, hein. J'ai jamais fait de politique politicienne. Mon épouse est élue locale, comme on dit, dans ma commune de la banlieue parisienne, du Val d'Oise. J'adhère à pas mal d'associations, pas uniquement d'ailleurs politiques. Ça m'a permis depuis de rencontrer mes concitoyens, de parler, et finalement j'ai pu constater cette évidence. Je crois que tout le monde peut constater, d'ailleurs M. Chavanis en a parlé tout à l'heure, il y a en France une majorité de gens, on peut la qualifier de majorité silencieuse, qui n'ont plus la parole, qui sont écœurés, qui vont même plus voter. C'est les 70% d'abstentionnistes qui sont maintenant complètement résignés, qui en réalité sont des gens qui sont opposés à la politique de la gauche, opposés à la gauche plurielle, opposés au socialisme et à leurs alliés verts et etc. et communistes évidemment. Et donc ce qui m'a paru important, c'était d'essayer. Alors j'ai relevé, c'était d'essayer de bâtir un pont en partant, si vous voulez. Moi, je me place des partis, si vous voulez, du centre droit, et de tendre la main ou de rejoindre ou de traverser le gué, comme disait un de mes amis dans ma commune du mouvement national républicain. Il me dit oui, vous êtes à la moitié du gué. Je lui dis non, j'ai traversé le gué. C'est pas exactement le même que le vôtre, mais j'ai traversé le gué, et je veux vous dire que on se retrouve sur la même rive. Et ça, c'est essentiel. L'union, si vous voulez, mon livre, si vous deviez me donner 3 mots et 3 minutes, je dirais c'est un appel à l'union pour la recomposition d'une droite élargie, réconciliée et pluraliste. Et oui, où tout le monde se respecte, surtout. Vous avez toujours été de droite, la droite libérale, oui, la droite que moi j'appelle la droite molle, ce que d'autres appellent la droite courbe, tout à fait, ce que certains appellent la droite modérée. Enfin, on donne tous les noms qu'on veut, mais pour moi, ça reste la droite molle. Vous faites partie de cet univers ou de cette famille en quelque sorte, et puis un jour vous vous apercevez que au fond, c'est une imposture. Il y a erreur sur la personne et sur la matière. Oui, tout à fait. Mais alors justement, vous avez prononcé tout à l'heure le mot de repentance, le quart d'heure de repentance. Bon, ça m'a choqué un petit peu. Pour un livre qui s'intitule Mea culpa. Oui, mais c'est une repentance dans le bon sens, monsieur. C'est une repentance où on dit bon, arrêtons. Je m'insurge contre, si vous voulez, toute la haine qui a été semée maintenant depuis 20 ans par la dictature intellectuelle de la gauche entre la droite dite libérale, dite centriste, dite ce que vous voulez, et la droite dite nationale. Je dirais même nationaliste, parce que j'ai pas peur des mots. Le nationalisme n'est pas une tare, au contraire, c'est une doctrine tout à fait respectable. Moi je le crois, oui, mais et qu'on doit, surtout dans la période actuelle, avec tout ce qu'on nous fait. Au contraire, on a tous besoin d'être beaucoup plus nationalistes qu'on est actuellement. Simplement, ce qui m'étonne un peu dans votre démarche, c'est que vous avez appartenu donc à une nébuleuse politique modérée, disons. Hein, bon. Et puis vous voyez bien que cette nébuleuse politique modérée, c'est une imposture, que c'est un piège à gogo, et que ça ne fait rien qui soit de nature à déplaire à l'ennemi qui est la gauche. Et donc vous quittez en quelque sorte ce troupeau de moutons et vous vous orientez vers des horizons un peu moins moutonniers, donc. Oui. Et puis à ce moment-là, une fois que vous avez pris cette décision de quitter ça, vous dites il faut unir ces gens-là. Mais vous savez bien que l'union, elle se fait toujours une chaîne vaut ce que vaut son maillon le plus faible. Donc une chaîne d'union, elle vaut forcément, comme diraient les francs-macs, une chaîne d'union vaut forcément ce que vaut son maillon le plus faible. Autrement dit, si on fait une union à droite avec tous les partis de la droite, etc., ça ne vaudra que ce que vaudra le parti de la droite la plus faible. En l'occurrence, il peut s'agir de je ne sais quelle organisation de droite. Et de la droite modérée, que ce soit RPR, UDF ou ce que vous voulez. Et le deuxième aspect de cette question, c'est que il y a un refus catégorique de la droite modérée de faire l'union avec la vraie droite. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas,
pour diverses raisons. On en a le témoignage à l'heure actuelle avec ce qui vient de se passer à Lyon, où à Lyon, un ancien élu du Front National qui a quitté le Front National et qui a quitté également le mouvement national républicain vers lequel il s'était orienté au début, est allé vers les gens de la droite modérée en disant on pourrait faire une liste commune. Et immédiatement, l'UDF a fait savoir qu'il n'en était pas question, qu'il était interdit de s'allier aux anciens militants du Front National et du MNR, pas aux militants actuels, aux anciens. C'est-à-dire qu'on est des pestiférés pour l'éternité, et ils ne veulent pas de ça. Oui, monsieur, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec vous. Je voudrais faire une troisième remarque. C'est le constat que actuel. La décision de refuser l'alliance avec les partis de la droite nationale, elle émane pas des états-majors politiques, elle a été dictée par une organisation étrangère. Et vous le savez très bien. Bon. Oui, mais le problème, effectivement, alors évidemment, j'adhère complètement à tout ce que vous venez de dire. Par contre, ça c'est le constat actuel. Mais en fait, ce qui m'apparaît au contact du terrain, c'est qu'en fait, c'est un problème d'état-major. Et en fait, mon livre, et son seul mérite, s'il en a un, c'est de venir de la base, de quelqu'un de base, et d'aller et de s'adresser à la base. Alors malheureusement, et ne voyez là-dedans aucune arrière-pensée mercantile. Si je pouvais en donner 100 000 ou 1 million d'exemplaires, je les donnerais. Malheureusement, mon éditeur me dit que c'est pas possible. Mais c'est un problème. Il faut agir sur les gens. Il faut rencontrer les gens, et c'est là qu'on s'aperçoit que sur les points, si vous voulez, ce que j'appelle les mines récurrentes que la gauche a semées dans les jardins de la droite et qui ont éclaté et qui laissent des trous béants que la droite est incapable de combler. Eh bien, c'est sur ces points. Alors, c'est évidemment l'immigration, le problème de racisme, tout, si vous voulez, un ensemble de choses qui ont cassé, qui ont brisé complètement la droite en plusieurs morceaux, et qui font que les gens, maintenant, dès qu'effectivement la gauche a tellement placé loin, si vous voulez, la ligne de fracture de l'électorat au contact des partis de droite, avant il y avait le Front National, maintenant il y a le mouvement national républicain, que plus personne n'a osé franchir la frontière, et que du coup, le résultat a été effectivement la diabolisation de la droite. C'est justement, en fait, mon livre Mea culpa, c'est le livre qui dit non, arrêtez de diaboliser la droite, respectons les gens de la droite nationaliste, même si, c'est vrai, sur tous les points, tout le monde ne sera pas d'accord pour tout, et ça, je ne prétends pas du tout arriver à ce résultat. Ils sont pas d'accord entre eux. Mais commençons déjà à les respecter. Commençons déjà à les respecter. Ça, c'est un problème d'état-major. Mon livre s'adresse à la base. J'entends bien. Tous les gens que j'ai pu rencontrer, des lecteurs, et malheureusement, il y en a peut-être pas suffisamment, mais m'ont dit oui, effectivement, je suis d'accord avec vous pour l'essentiel, parce que effectivement, il est temps de considérer les autres avec plus de respect, et de penser que la droite est pluraliste, et c'est d'ailleurs le seul chemin possible. Mais la droite nationale ne prendra jamais le pouvoir, si je puis dire, ne viendra jamais seul au gouvernement, et maintenant on voit bien ce qui se passe, on voit que la droite libérale elle est torpillée par la gauche depuis des années, elle est désertée par ses dirigeants, et alors là, je suis complètement d'accord avec vous, c'est un désastre total. Oui, mais j'ajouterais il faut tout reconstruire, et tout se reconstruira par la base. Justement, la vraie question que pose votre livre, c'est ça. Vous dites, il faut reconstruire par la base. Seulement, qu'est-ce qu'on constate quand on observe la réalité? Parce que, évidemment, vous savez, c'est toujours la même chose. C'est comme à propos du conflit au Moyen-Orient. On dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire au Moyen-Orient? Alors on vous dit, il faut commencer par faire la paix. Oui, d'accord, mais ils veulent pas. Les Arabes veulent pas vivre avec les Juifs veulent pas vivre avec les Arabes. Non, mais là, c'est un autre problème. Ils s'entretuent. Alors, dire la paix. Il y a des mesures à imposer, à l'État hébreu, qui se conduit de façon absolument scandaleuse. Oui, mais peu importe. En l'occurrence, c'est pas notre sujet, mais. Oui, c'est pas le sujet. Mais j'en parle. Il suffit pas de dire on veut la paix pour avoir la paix. En l'occurrence, quand vous nous dites, il faut susciter à la base un élan unificateur. Moi, je suis tout à fait partisan de ça. Je me bats depuis des années pour unifier le plus possible la vraie droite, parce que les autres n'ont pas besoin de s'unifier. Mais bref, c'est mon opinion. Mais quand vous voyez comment réagit la base, justement, quand vous voyez que, en ce moment, dans l'avalanche formidable des affaires honteuses, répugnantes, des affaires de gros fric, des affaires de pots de vin, des affaires de valises de bifton, etc.,
Quand on fait un sondage, écoutez, on parle d'une cassette, ça a été publié, ça a été annoncé à Urbi et Torbi. On dit, voilà, le président de la République, quand il était maire de Paris, a reçu sur son bureau une valise avec du fric en liquide dedans, donné par monsieur Méry. Bon, voilà. C'est vrai ou c'est pas vrai, peu importe. En tout cas, peu importe, je veux dire, c'est pas le débat. C'est dit. Vous faites un sondage là-dessus, qu'est-ce qui se passe? La cote de Chirac remonte. Mais c'est de la folie. Oui, mais monsieur de Beketch, madame, ma voisine, nous a beaucoup touché avec son histoire dramatique. Et évidemment, ça rejoint complètement l'affaire. Elle a parlé de Fabius, et c'est évidemment pas un hasard. L'affaire du sang contaminé. Bon, eh ben, on a un président de la République qui a une cassette, qui est aux prises avec des affaires, de la même manière d'ailleurs que François Mitterrand. Hein, faut pas avoir la mémoire courte, avait été pris aussi, avait été confronté au même problème. Rappelez-vous notamment les écoutes téléphoniques, rappelez-vous on a eu le suicide de monsieur Bérégovoy, enfin il y a eu le suicide de monsieur de Grossouvre dans son bureau de l'Élysée. Il s'est passé plein de choses sur lesquelles moi je veux pas revenir, mais on peut penser quand même, on peut s'interroger, on a le droit en tant que citoyen de se poser des questions. Bon, on se pose des questions à propos de monsieur Chirac, mais on se pose des questions à propos de monsieur Fabius, mais monsieur Fabius et monsieur Hervé d'ailleurs et madame Dufoy ont été totalement blanchis dans cette affaire dramatique qui concerne 1000 à 1500 hémophiles qui ont reçu des produits sanguins et qui eux ont contacté le virus HIV. C'est donc encore peut-être plus grave si vous me permettez que l'hépatite C. Ça va souvent d'ailleurs avec. C'est les mêmes produits, les mêmes dérivés sanguins, les mêmes produits qui sont utilisés en transfusion, qui sont malheureusement contaminés pour les mêmes raisons. Vous permettez, je parle du chiffre officiel avancé par le gouvernement pour les porteurs de l'hépatite C, c'est 500 000. Oui, les porteurs de l'hépatite C, madame. Moi, je parlais des hémophiles condamnés, absolument condamnés par le virus HIV. C'est-à-dire qu'ils recevaient du facteur 8 contaminé. C'est 1000 à 1500 personnes. Eh bien, je sais même pas si je l'ai précisé. On voit que monsieur Fabius dès qu'il a été blanchi, il a regagné le perchoir. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que je voudrais revenir. Pas sur le cas Fabius. Sans qu'aucun Français ne réagisse, monsieur de Beketch. Vous parliez de la réaction des Français. Sans qu'aucun Français ne réagisse. Mais je suis comme vous. Pas la première je suis de votre côté, je suis ulcéré. Ce que je veux dire, c'est que vous faites une proposition de reprendre à la base. Je suis concerné. Ce que je crois, c'est que le vrai problème, c'est le problème de la démocratie même, car quand vous parlez de reprendre à la base, ça veut dire que vous supposez le peuple capable d'une réaction. Or, on a la démonstration en France, depuis fort longtemps, que le peuple est un peuple de châtrés et qu'il est incapable de réagir. Et je vais vous dire pourquoi. Mais oui, Victoria, c'est blessant, mais c'est la vérité. On ne laisse pas parler. Non, c'est pas vrai. Je suis désolée. Non. Laissez-moi dire. La télévision, elle est pour qui, monsieur? Non, mais oui, bien sûr. Les journaux, c'est pour qui? Tant de fois, monsieur, je vais vous dire, vous me permettez? Excusez-moi. En 98, vous savez, les médias sont faits pour informer et non désinformer le citoyen. D'accord. Il y a eu une émission sur zone interdite. Le lendemain, j'écris un article au courrier du lecteur. Je le dépose au Figaro. Vous savez pour quelle raison ça m'a été refusé? On m'a dit c'est choquant parce que c'était la vérité. Le problème de la désinformation, c'est la dictature intellectuelle, madame. De toute façon, on le sait, nous vivons une dictature intellectuelle. Ne parlez pas tous à la fois chez vous. Récemment, la société française a été un peu touchée par le problème de pédophilie. Comme quoi tel abbé a... Malheureusement, il y a toujours des brebis galeuses dans toute société. Et c'est contraire. Je parle de la religion. Oui, bien sûr. Nos frères aînés dans la foi, ainsi que le Christ, ils condamnent ça. Mais ils oublient les médias. Qu'en 77, il y a eu 3 pédophiles qui ont été arrêtés. Il y a eu un comité de soutien. Oui. Parmi ces éléments qui ont soutenu ces pédophiles, il y avait Bernard Kouchner et Jacques Lang, le ministre de l'Éducation nationale. Absolument. Ça, on ne s'est jamais fait faute de le rappeler. Le Monde de 77, il faut le revoir. Et puis en mai 77, il y a eu un manifeste, le texte pour dépénaliser les pédophiles, qui a été signé
par les maîtres penseurs de la gauche, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Mais vous avez tout à fait raison. Pourquoi on parle pas ? Eh bien, c'est exactement ce que je dis. Moyennant quoi aujourd'hui, on en parle bien sûr, et moyennant quoi aujourd'hui, quand on dit aux Français, est-ce que vous êtes content de Jack Lang, ils le mettent pratiquement en tête des célébrités, des hommes politiques qui ont leur faveur. Il y a eu des cassettes de pédophilie sur la Côte d'Azur. Mais on a étouffé. Attendez. Non, mais bien sûr, mais je sais tout ça. Mais je vous dis, les médias, c'est c'est pas les médias. Si les gens voulaient réagir, ils réagiraient. Les médias, c'est l'outil de propagande de la gauche. Ils critiquent la Serbie. Mais bien sûr, mais ça on le sait. Les pays du tiers-monde. Vous prêchez un convaincu. Ce que je vous dis, c'est et c'est ce que je dis à Monsieur Sonnet, si on veut sauver ce pays par son peuple, il faut commencer par redonner au peuple ce qui lui manque, c'est-à-dire ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure et qu'il n'avait pas. Or, c'est pas d'aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, Monsieur Sonnet. Vous vous souvenez certainement que après la guerre de 14-18, au moment de la guerre de 14-18, il y a eu vous vous souvenez, on n'était pas nés quand même. Vous avez lu ça. Il y a eu un ministre qui est d'ailleurs le père d'un personnage considérable de la gauche socialiste aujourd'hui, qui a été condamné en haute cour pour haute trahison, dans l'affaire du bonnet rouge. C'était Monsieur Malvy. Monsieur Malvy a été condamné. Il est parti. Il a échappé au poteau de peu parce qu'il était un franc-maçon puissant et qu'il avait des appuis et des protections. Et 10 ans plus tard, il est revenu aux affaires, tranquillement, comme ministre et tout. Les gens avaient complètement oublié l'affaire du bonnet rouge. Donc, faut pas s'étonner ensuite de voir Monsieur Fabius accéder au perchoir de l'Assemblée nationale. Il est à Bercy maintenant. Donc, à Bercy. Et Monsieur Tapie à la télévision. Et sur toutes les chaînes de télévision. Qui est reçu sur toutes les chaînes de télé. Et qui pontifie. Et j'entendais ce matin, je crois, sur je ne sais plus hier, je sais plus, sur quelle radio, Tapie qui était consulté comme oracle de l'avenir du football français en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver le football français. Enfin, véritablement, on vit j'ai dans un entendu monde de que folie. chaque Français paye à la naissance je ne sais plus combien pour éponger les 120 milliards du Crédit Lyonnais. Quelqu'un l'a dit, j'avoue que je me rappelle pas de la somme, mais bon, enfin bref, tout le monde connaît, c'est pas la peine de s'étendre. Est-ce qu'on est arrivé à mettre la main sur ceux qui l'ont incendié? Non, c'est un accident, Madame Belleuil. Accident, peut-être. Mais l'argent, un accident accidentel. Elle a atterri en Afrique du Sud, des biens immobiliers. Moi, je suis pas enfin, écoutez, il y a pas mal de dossiers. Si vous me permettez de dire, le fait, effectivement, Monsieur de Beketch, que ce soit une entreprise très difficile, mon livre a bénéficié d'un service de presse malheureusement trop réduit, vu l'importance de mon éditeur. Mais bon, j'ai quelques réactions qui m'ont fait plaisir et qui vont de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing à Bruno Gollnisch, en passant par exemple par Alain Griottret. Bon, j'ai eu les remarques sont quelquefois favorables dans l'ensemble et surtout insistent sur le bon sens. Et c'est ce que j'ai voulu faire et ça me fait beaucoup plaisir. J'ai voulu parler de bon sens et il faut, le fait que ce soit difficile, le fait qu'on puisse être complètement écœuré par la situation actuelle, ça doit pas nous empêcher de garder l'espoir et d'entreprendre quelque chose. Autrement, à ce moment-là, Radio Courtoisie, je vous répondrai. Moi, j'aurais pas écrit mea culpa, mais Radio Courtoisie n'existerait pas. Donc, il faut lutter, il faut des initiatives comme Monsieur Chavanis tout à l'heure, c'est une initiative absolument remarquable, il faut la soutenir. Et justement, je voudrais juste dire un petit mot à ce propos. Il a parlé là de Monsieur Chevènement. Il faut pas se laisser leurrer. Moi, je vais aller vendredi à l'Assemblée nationale. Il y a une réunion, une journée internationale du souverainisme. Je veux rester proche des souverainistes. Je partage beaucoup. J'ai certaines sympathies pour eux parce qu'on sent bien que profondément ils ont l'amour de la nation. Ça, on ne peut pas le nier. Bon, même si on n'est pas d'accord encore une fois avec eux sur tout. Mais il faut arrêter de croire que les souverainistes sont des gens qui vont pouvoir prêcher pour la souveraineté nationale qui serait dégagée de son contexte politique. Non, la souveraineté nationale, c'est seulement la droite. Des gens comme Monsieur Chevènement ne sont pas de vrais souverainistes. Ce sont les gens qui ont donné caution au président Mitterrand et à l'idéologie socialiste. Et le fait après qu'il ait démissionné à 2 reprises ne le rend pas, ne permet pas de l'absoudre en aucune manière. Le problème social reste fondamental. Si nous voulons une France, parce que qu'est-ce que serait une France souveraine qui ne serait plus une France française, c'est-à-dire dont les habitants ne seraient plus majoritairement des Français. Et d'autre part,
que signifie bienfait et progrès du mondialisme pour la France et les Français si en même temps il n'y a plus de France et de Français? Et enfin, je dirais pour terminer à Monsieur Le Pen, très respectueusement et même amicalement, hein, n'ayons pas peur des mots, je dirais bon, c'est bien joli, se refermer finalement sur sa souveraineté, et sur la nation, mais on peut pas rester assis dans son jardin à regarder voler les Airbus et rouler les TGV entre Paris et Toulouse. Donc il y a un équilibre de tout ça. La droite est pluraliste, elle doit exprimer toutes ces tendances. La gauche a su le faire. La gauche nous dirige. Elle est archi minoritaire. Elle détruit la nation, elle détruit la France. Elle construit l'Europe que nous ne voulons pas. Parce que moi, je suis un européiste, si vous voulez, plutôt un europtimiste d'ailleurs, je préfère la formule, mais pas l'Europe qu'on nous fait actuellement. Et je suis plus proche, et je m'excuse, je vais peut-être faire bondir énormément de gens, je me sens plus proche de certains amis allemands que j'ai en Allemagne, de la CDU, ou même plus à droite, carrément, que des Français qui sont en train de nous casser la France avec les grèves à répétition, dans les services publics, ou les paysans qui vont incendier les recettes des impôts, enfin des procédés. Mais non, mais quand même des procédés de bandits, des choses qui sont impossibles dans aucun autre pays, dans aucun autre État européen. Hein. Il faut quand même rendre raison aux Français et ce livre, je l'ai écrit vraiment, je ne sais pas si ça passe au micro, mais voilà, avec une totale sincérité. Et vous êtes passionné et vraiment, je voudrais, il y en aura d'autres. C'est un premier travail et évidemment, mais il y en aura d'autres et j'espère que il faut qu'on continue de lutter. Autrement, on n'a plus d'espoir et c'est terminé. Merci. Jean Sonnet, Mea culpa, c'est paru aux éditions des Écrivains. Vous pouvez le trouver dans, je suppose, les bonnes librairies. Peut-être. Pas les mauvaises. Et certainement au Libre Journal. Au Libre Journal, oui. Plus exactement au livre service du Libre Journal. C'est donc, si vous voulez vous le procurer, vous envoyez 120 francs plus les frais de port, je sais plus combien, ça doit être 25 francs, à Société Saint-Antoine, 4 place France-Litz, 75 010 Paris, et puis on vous enverra le livre. Merci Jean Sonnet. Merci. Merci madame. Merci, et je dis une dernière phrase, c'est que le peuple français, c'est un peuple qui n'est pas raciste, on essaye de nous dire ça. Le peuple français, on n'a qu'à ouvrir le journal officiel par jour, le nombre de personnes qu'on leur donne la nationalité. C'est pas un peuple antisémite. Je suis étrangère et je peux témoigner de cela. Merci beaucoup. Voilà. C'est vrai que si la France était aussi raciste qu'on le dit, ça serait. Ce n'est pas vrai. Ça interrogerait beaucoup sur l'état mental de tous ces gens qui veulent absolument venir dans un pays où on leur fait du mal. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Un auditeur nous confirme que Jean Dutour a dit lui-même lundi dans sa chronique téléphonique qu'il était sur la liste du comité Chevènement avec le général Gallois. Mais attends, Jean Dutour, c'est un humoriste. Sa chronique du lundi, c'est une chronique humoristique. Moi, je vous lis ce qu'on reçoit. Excusez-moi, j'ai pas encore quitté le micro. Je voudrais dire un mot. On en a parlé. C'est toute l'ambiguïté des souverainistes, Monsieur de Beketch. Ouais. Elle est là. C'est une belle illustration. Ça m'étonnerait pas. Enfin, je préfère croire que c'est une plaisanterie. Bon, il vaudrait mieux. Moi, je suis d'accord avec vous. Et puis, un dernier message. Dans le Figaroscope de la semaine dernière, les Galeries Lafayette ont fait une page de pub pour Halloween en mentionnant au passage, entre guillemets, que c'était un joli pied de nez à la morosité des fêtes de Toussaint. Ah, qui a fait ça, les Galeries Farfouillettes ? C'est les Galeries Lafayette. Vous savez dans une page de pub du Figaroscope. Ouais, c'est très intéressant parce qu'il faut connaître l'histoire des Galeries Lafayette. Peut-être qu'un jour je vous raconterai par qui et pourquoi les Galeries Lafayette ont été fondées. Et ça éclaire pas mal cette affaire-là. Voilà, mon cher... a été interrogé sur sa participation au comité de soutien, nous assure cet auditeur, mais je ne suis pas sûr qu'il ait raison, au comité de soutien de Jean Tibéry et non de Chevènement. Ah, bah oui, Tibéry, je comprends mieux, j'en fais partie du comité de soutien de Tibéry. Et une auditrice nous dit que le général Gallois a déjà été sur la liste de Chevènement. Oui, mais le général, il a le droit, lui. C'est différent. Lui, il a le droit parce que il n'a pas de compte à rendre et il n'a pas de preuves à donner. Voilà. Donc, s'il fait ça, c'est bien. C'est lui qui rachète, d'ailleurs, la liste Chevènement. Et en ce qui me concerne, je soutiens Tibéry et le Gallou. Je voterai pour le Gallou, mais je serai sur la liste de soutien à Tibéry. Vous voterez pas, vous savez pas. Pour emmerder Chirac et permettre vraiment à la fausse droite de perdre Paris une fois pour toutes. Et puis, en kikiner ses gains, quand même, aussi. Hein. Quoique ça ne va pas être la peine, il fait ça tout seul très bien. Merci beaucoup, Franck, d'avoir persisté. À la semaine prochaine pour 3 heures et que Dieu nous garde.